Au cœur du delta de l'Irrawaddy, en Birmanie, la vie suit son cours paisible. C'est un matin comme les autres. Les pêcheurs, visages burinés par le soleil et le sel, préparent méticuleusement leurs filets. Dans les marchés locaux, les étals se remplissent de couleurs et d'odeurs, tandis que les rires des enfants résonnent entre les maisons sur pilotis. Ces habitations en bois, coiffées de toits de chaume, semblent flotter au-dessus de l'eau, sous un ciel d'un bleu immaculé. Mais au loin, une ombre s'installe. Le ciel à l'horizon s'assombrit subtilement, les vagues de la mer d'Andaman, d'ordinaire si calmes, commencent à s'élever et un vent inhabituel se lève. Les villageois, habitués aux caprices de la nature, lèvent les yeux, une inquiétude silencieuse commence à poindre dans leurs regards tournés vers l'horizon. Le pressentiment se transforme vite en certitude. D'épais nuages noirs envahissent la côte et le vent gagne en puissance. Les palmiers, symboles de tranquillité, se plient sous sa force, leurs feuilles arrachées dans une danse désordonnée. La panique s'installe. Les habitants se précipitent pour sécuriser ce qu'ils peuvent, attachant les toits avec des cordes dans une course contre la montre. Les pêcheurs, eux, luttent pour hisser leurs précieux bateaux à terre ou les amarrer solidement, espérant qu'ils résisteront à la fureur qui s'annonce. Les familles se regroupent, cherchant un abri, un refuge, aussi précaire soit-il. Le ciel, désormais complètement noir, déverse une pluie fine qui se transforme en un torrent déchaîné. Le cyclone Nargis frappe avec une violence inouïe. Le vent hurle à plus de 200 km/h, un son assourdissant qui semble vouloir tout anéantir. Les maisons sur pilotis, si gracieuses quelques heures plus tôt, vacillent, puis cèdent. Une vague gigantesque, un mur d'eau monstrueux déferle sur les terres, submergeant les villages en un instant. Des habitants s'agrippent désespérément à tout ce qui peut leur servir de point d'ancrage. Les pilotis restants, les troncs d'arbres, les débris de bateaux. Les toits sont arrachés, les murs s'effondrent, les marchés colorés sont balayés par les flots. Dans ce chaos, les cris des enfants se mêlent au vacarme de la tempête, des silhouettes fragiles emportées par la panique et les courants. Le bétail, les bateaux, tout ce qui n'est pas solidement ancré, dérive dans des eaux devenues folles. Le chaos est total. Les routes ne sont plus que des rivières boueuses, les ponts s'effondrent, coupant toute voie de communication. Les hôpitaux et les petites cliniques, eux-mêmes inondés, sont hors d'état de fonctionner, laissant les blessés sans secours. Sur des îlots de débris flottants, des survivants hagards cherchent un répit impossible. Les premières vues aériennes, quelques jours plus tard, révéleront une désolation apocalyptique. Des villages entiers ont été littéralement rayés de la carte, les rizières verdoyantes noyées sous une eau saumâtre. Au milieu de ce désastre, des familles tentent désespérément de sauver leurs enfants, leurs proches, luttant contre des vagues implacables et une pluie qui ne cesse de tomber. Toute fuite est devenue presque impossible. Pourtant, même au cœur de l'enfer, des lueurs d'humanité perçant les ténèbres. Des voisins forment des chaînes humaines, risquant leur propre vie pour extraire des enfants prisonniers des décombres. Des pêcheurs courageux, connaissant les courants mieux que personne, guident des familles à travers les eaux mortelles. Des mères, épuisées, serrent leurs bébés au-dessus des flots pour les garder en vie. Des abris de fortune se créent sur les quelques toits ou arbres qui ont tenu bon. Des cris d'appel à l'aide résonnent, souvent couverts par le bruit assourdissant du vent. Le paysage n'est plus qu'un enchevêtrement de débris flottants, de bateaux disloqués et de routes impraticables. Quand le vent finit par se calmer, il laisse place à un silence de mort. Le spectacle est effroyable. Les vues aériennes montrent l'étendue de la dévastation. Des villages inondés à perte de vue, des corps sans vie, humains et animaux, flottent au milieu des débris. Les maisons sont pulvérisées, leurs toits arrachés, leurs structures anéanties. Les champs, autrefois fertiles, sont désormais saturés de sel, rendant toute culture impossible pour des années. Les survivants errent, hébétés, tentant de récupérer le peu de biens qui leur reste. Des familles sont brisées, des enfants orphelins pleurent des parents disparus. Avec les routes coupées et les ponts détruits, les secours locaux s'organisent moins comme ils peuvent. Mais il manque de tout. La faim et la soif deviennent les nouveaux ennemis. Le delta de l'Irrawaddy n'est plus qu'un immense champ de désolation. Quelques jours plus tard, l'aide humanitaire internationale commence à arriver. Des hélicoptères et des bateaux d'ONG bravent les conditions pour atteindre les zones sinistrées. Ils apportent avec eux des vivres, de l'eau potable, des médicaments. Les blessés les plus graves sont évacués par les airs.
Cependant, la coordination avec le gouvernement birman de l'époque est extrêmement difficile, ralentissant l'arrivée de l'aide vitale. Des camps temporaires sont montés pour abriter les milliers de familles peu déplacées. Des points d'eau et des latrines sont installés pour éviter la propagation des maladies. Des équipes médicales improvisent des dispensaires dans les zones enfin accessibles. Des chiens de secours sont déployés, reniflant les décombres dans l'espoir, de plus en plus mince, de retrouver des survivants. Derrière les chiffres et les images de désolation, il y a des histoires humaines, poignantes. Celle de cette mère, agrippée à un toit inondé, son enfant blotti contre elle, refusant de céder au désespoir. Celle de ce pêcheur qui a passé des heures à naviguer sur sa petite barque pour sauver des voisins emportés par les vagues. Partout, des survivants crient les noms de leurs proches, un appel déchirant dans le vide. Le soir, de petits groupes se réunissent autour d'un feu de fortune, partageant leur douleur et le peu de chaleur qu'ils dégagent. Certains tentent déjà de reconstruire un semblant d'abri avec les débris. Les émotions sont à vif, les larmes des uns, la panique encore présente chez d'autres et l'incroyable soulagement de ceux qui ont survécu. Les premières funérailles s'organisent, dignes malgré le chaos. Et puis il y a le regard des enfants, ces enfants qui ont tout perdu, leurs parents, leurs frères et sœurs, leur innocence. Puis lentement, très lentement, la vie reprend ses droits. La reconstruction commence. De nouvelles maisons sur pilotis, peut-être un peu plus solides, s'élèvent sur les ruines des anciennes. Les écoles et les cliniques rouvrent progressivement leurs portes, symbole d'un retour à la normale. Conscients de leur vulnérabilité, les villages s'organisent pour mettre en place des systèmes d'alerte et de prévention. Des monuments, parfois de simples stèles improvisées, sont érigés en mémoire des dizaines de milliers de victimes. Chaque année, des commémorations ont lieu, un moment de silence pour ne jamais oublier. Les survivants témoignent, leurs récits servant de leçon pour les générations futures. La vie quotidienne dans le delta a repris, fragile, mais tenace. Le cyclone Nargis a tout détruit sur son passage, mais il n'a pas réussi à briser l'incroyable résilience du peuple birman. Si vous, ou une personne que vous connaissez, êtes affecté par des événements traumatisants, n'hésitez pas à chercher du soutien. Des lignes d'écoute et des professionnels sont disponibles pour vous aider à surmonter ces épreuves. Parler est le premier pas vers la guérison. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de documentaires.